Bonjour à tous, je suis Gabriel Sarrazin, doctorant en troisième année à l'ONERA, Office national d'études et de recherche aérospatiale, sur le site de Toulouse, au sein du département traitement de l'information et systèmes. Je travaille sous la direction de Jérôme Moriot pour l'ONERA de Toulouse, de Mathieu Balédan et Loïc Brévaux pour l'ONERA de Palaiseau, et d'Agnès Lagnou pour l'Institut de mathématiques de Toulouse, qui est le gros labo de mathématiques à Toulouse, dans le cadre d'une thèse qui est cofinancée par l'ONERA et la région Occitanie. Alors, je souhaite tout particulièrement remercier l'Institut de maîtrise des risques qui m'offre ici l'opportunité de présenter mes travaux de recherche. Depuis le début de ma thèse, je me suis intéressé en fait à l'influence de la modélisation statistique des systèmes embarqués sur la gestion des risques entourant la retombée d'un étage de lanceur spatial. Cette thèse s'inscrit dans le contexte de la sûreté de fonctionnement des systèmes complexes pour lesquels seules des simulations numériques peuvent être réalisées. Alors, au cours de ces quelques minutes, je compte, dans un premier temps, vous présenter le contexte aérospatial qui a motivé le lancement de ce projet de recherche. Dans un second temps, vous donner une idée de l'algorithme qui a été implémenté pour répondre à la problématique formulée, avant de détailler, dans un troisième temps, les résultats obtenus pour un cas d'application. Alors, pour commencer, il faut bien comprendre que lors de la retombée d'un étage de lanceur spatial après largage de sa charge utile, on doit toujours s'assurer que le risque d'une retombée hors de la zone de sécurité est bien conforme aux prescriptions des autorités spatiales. On s'appuie sur des paramètres de vol qui sont acquis à partir de systèmes embarqués et qui sont donc tous entachés d'erreurs de mesure. Sachant cela, un cadre probabiliste est mis en place. Les paramètres de vol deviennent des variables aléatoires et leur comportement conjoint est modélisé par une distribution de probabilité. Depuis le théorème de Sklar, à la fin des années 50, on sait qu'un moyen efficace de décrire une distribution de probabilité multidimensionnelle consiste à utiliser la décomposition copule marginale. C'est-à-dire que d'un côté, les spécificités inhérentes à chaque variable en termes de dispersion, de symétrie, de multimodalité ou de comportement asymptotique sont traitées dans un cadre unidimensionnel, tandis que de l'autre, la distribution de copules concentre toute l'information portant sur la structure de dépendance intrinsèque. Le lien entre les paramètres de vol qu'on vient de décrire comme incertain et la position de retombée est établi à partir d'un code de simulation de retombée de trajectoire qui peut être vu en fait comme une boîte noire déterministe et non linéaire. La quantité d'intérêt sur laquelle va être défini le critère de défaillance est la sortie du code de calcul. Pour ce cas d'application, il s'agit en fait de la distance entre la position de retombée théorique et la position de retombée expérimentale. Les incertitudes identifiées en entrée du code de calcul propagent une incertitude sur la sortie, qui est donc elle aussi aléatoire, et qui est donc caractérisée par une densité de probabilité notée f de y. Le risque de défaillance est alors défini comme la probabilité que la variable de sortie grand Y dépasse un seuil limite grand T. Cette quantité n'est pas accessible par un calcul analytique, du fait de l'opacité de la boîte noire. En fait, on ne connaît rien au fonctionnement interne au code de calcul. Par conséquent, la probabilité de défaillance ne peut pas être calculée, elle doit être estimée avec une approche de type Monte-Carlo. Pour cela, il faut simuler des échantillons de la distribution d'entrée et les faire passer les uns après les autres à travers la boîte noire pour disposer des sorties associées. On peut alors avoir accès à une version discrétisée de la loi de sortie. Cependant, l'obtention de ces échantillons de sortie représente souvent un coût de calcul exorbitant que l'on peut rarement se permettre dans un contexte industriel où seul un nombre limité d'évaluations de la boîte noire est autorisé. Sachant que notre objectif est d'évaluer une probabilité de défaillance, on doit faire appel à des algorithmes de fiabilité afin d'exploiter au mieux le budget de calcul disponible. En effet, ces algorithmes de fiabilité permettent de faciliter la simulation de l'événement rare redouté, tout en introduisant après coup les mécanismes de pénalisation adéquats. De tels algorithmes sont stochastiques, car ils reposent majoritairement sur des tirages aléatoires. À distribution d'entrée fixée, si on fait plusieurs fois appel au même algorithme de fiabilité, on constatera une petite variabilité dans les estimations. Ceci étant dit, toute l'approche qui vient d'être décrite reste valable seulement lorsque la distribution d'entrée est connue, par exemple lorsqu'elle est fournie par un avis d'expert ou lorsqu'elle découle de considérations physiques. Dans notre cas d'application, ce n'est pas vrai. En effet, on ne dispose que d'un échantillon de petite taille qui est issu du retour d'expérience sur les précédents tirs de lanceurs et sur les précédentes retombées dans l'atmosphère. Il y a donc une méconnaissance de la distribution sous-jacente et de sa caractérisation. Il faut donc déployer un algorithme d'apprentissage pour tirer le maximum d'informations disponibles du peu de données. En effet, cela consiste à sélectionner un modèle puis à le calibrer pour chaque distribution marginale et pour la distribution de copules. Une estimation du risque de défaillance est alors obtenue en exécutant successivement l'algorithme d'apprentissage
à partir donc, de l'échantillon fourni, puis l'algorithme de fiabilité à partir de la distribution apprise. Ainsi, on voit qu'en fin de processus, la probabilité de défaillance estimée est une fonction de l'échantillon d'apprentissage fourni en entrée. C'est précisément sur ce second niveau d'incertitude, que l'on appelle épistémique, et qui vient de la dépendance à l'échantillon, qu'on se focalise dans cette thèse. On aimerait savoir si l'estimation du risque aurait pu être différente si on avait disposé d'un autre échantillon d'apprentissage. Il faut bien noter que la variabilité sur l'estimation du risque devient donc bien plus importante en présence de ce second niveau d'incertitude. Dans ce contexte, l'objectif de cette thèse a été de développer une procédure d'analyse de sensibilité globale pour identifier là où les entités de la distribution d'entrée susceptibles d'engendrer de la variabilité dans l'estimation du risque. La réponse de cette analyse à cette analyse de sensibilité basée fiabilité est précieuse lorsque, a posteriori, on cherche à réduire la variabilité sur l'estimation du risque de défaillance. En effet, c'est sur cette entité qui a été ciblée par l'analyse de sensibilité qu'il faudra intervenir de façon prioritaire pour être capable d'améliorer l'état de connaissance globale du modèle. Lorsque je parle d'intervenir, cela signifie solliciter un avis d'expert sur la variable ciblée ou collecter des données spécifiques sur la variable ciblée. Si on voulait mathématiser un peu ce que je viens de décrire, on verrait en fait un édifice en 3 couches. Tout d'abord, les paramètres incertains sont tous rangés dans un vecteur aléatoire grand X. Ensuite, la densité de probabilité conjointe de ce vecteur s'écrit comme le produit de plusieurs distributions marginales, ce qui est assez classique, et d'un terme de copule qui contient en fait toute l'information sur la structure de dépendance. La probabilité de défaillance n'est alors rien d'autre que l'intégrale sur le domaine de défaillance de la densité f de grand X. Comme je l'ai déjà indiqué précédemment, la probabilité de défaillance ne peut pas être calculée analytiquement. Il faut l'estimer à partir d'une méthode de type Monte Carlo. C'est-à-dire qu'on va faire des tirages suivant la distribution d'entrée, puis on va compter le nombre d'échantillons simulés qui ont conduit à une véritable défaillance. Dans cette étude, le jeu de données initial prend en fait la forme d'une matrice aléatoire, avec grand N et petit d colonnes, représentant n observations indépendantes de d paramètres incertains potentiellement corrélés. Chacune des colonnes, lorsqu'elle est détachée de la matrice grand Xops, sert d'échantillon d'apprentissage pour la distribution marginale associée. Par ailleurs, par une simple renormalisation des colonnes de la matrice grand Xops, entre 0 et 1, on construit une nouvelle matrice grand Uops qui sert d'échantillon d'apprentissage pour la distribution de copules. Ainsi, en détachant les colonnes et en renormalisant grand Xops en une nouvelle matrice grand Uops, on a fabriqué D plus 1 bloc d'apprentissage, chacun étant destiné à une composante de la décomposition copule marginale. L'apprentissage peut alors être lancé en parallèle, chaque composante de la distribution conjointe étant apprise à partir de son propre bloc d'apprentissage, de son propre modèle probabiliste et de sa propre technique d'inférence statistique. Le réassemblage des D plus 1 composantes permet ensuite de retrouver la distribution de probabilité conjointe. Dans un dernier temps, lancer l'algorithme de fiabilité permet d'obtenir une estimation de la probabilité de défaillance. À travers ce processus, on voit que 3 formes de variabilité entrent en résonance. La variabilité d'échantillonnage, à gauche, la variabilité d'apprentissage, au centre, et la variabilité dans l'estimation des risques, à droite. Les 2 premières sont reliées par la phase d'apprentissage, tandis que les 2 suivantes le sont par l'algorithme de fiabilité. Une première contribution de cette thèse a été d'identifier laquelle des D plus 1 composantes apprises véhicule le plus d'incertitudes sur l'estimateur du risque. Tout revient donc à effectuer une analyse de sensibilité sur l'application Ψ1, décrite dans le bloc vert, dont les entrées sont des fonctions aléatoires et dont la sortie est un estimateur du risque. D'une manière générale, toute analyse de sensibilité comporte toujours 3 étapes fondamentales. La première étant le choix d'indices de sensibilité, la seconde étant la simulation d'un grand nombre d'observations des entrées, et la troisième étant le calcul de toutes les sorties associées à ces objets d'entrée. Exécuter ces tâches dans le contexte de l'application Ψ1 est complexe pour 3 raisons suivantes. Premièrement, comme rien ne garantit que les entrées fonctionnelles soient véritablement indépendantes, il peut y avoir un débat sur le choix des indices de sensibilité. Deuxièmement, comme on ne connaît pas la distribution des objets fonctionnels, on est dans l'incapacité d'en générer de nouvelles observations. Troisièmement, l'algorithme de fiabilité, qui assure ici le mécanisme entrée-sortie, est bien trop coûteux numériquement pour être exécuté des milliers de fois, comme l'imposerait toute bonne recette d'analyse de sensibilité. Une plus-value majeure de cette thèse a donc été le développement d'une procédure numérique permettant de contourner ces 3 difficultés. Je vais désormais présenter les différentes briques de calcul de la solution proposée. On est toujours dans le contexte d'une loi sous-jacente inconnue. La phase de récupération des données issues du retour d'expérience conduit à la constitution d'un petit échantillon d'apprentissage. On a mis en place une technique de rééchantillonnage data-driven
qui utilise des outils statistiques tels que le Bootstrap pour en quelque sorte cloner l'échantillon initial et fabriquer toute une série de blocs d'apprentissage indépendants. Chaque nouveau clone donne ensuite lieu à un apprentissage statistique. Puis, chaque densité apprise conduit à une estimation du risque de défaillance. Si les phases de rééchantillonnage et d'apprentissage peuvent être répétées des milliers de fois au sein, par exemple, d'une boucle for, ce n'est pas le cas de la phase de fiabilité, beaucoup trop coûteuse. Pour pallier cette difficulté, on a utilisé une astuce appelée importance sampling, ou échantillonnage préférentiel en français, qui consiste en fait à ne réaliser qu'une seule exploration du domaine de défaillance, puis à réutiliser toute l'information stockée au cours de cette seule exploration pour calculer toutes les autres probabilités de défaillance sans ne plus jamais faire appel au code de calcul très coûteux numériquement. Lorsque tous les appareillements entrées-sorties sont obtenus, on peut calculer des indices de sensibilité dits indices de Sobol pour mesurer la contribution de chacune des composantes apprises sur l'estimateur du risque. On a appliqué la procédure d'analyse de sensibilité à un cas test que nous a proposé le département matériaux et structures de l'ONERA Châtillon. Imaginons une plaque rectangulaire, stratifiée, qui est en appui simple sur ses 4 bords et qui est soumise à un effort de compression uniaxiale. Lorsque la plaque a alors tendance à fléchir et à se déformer dans une direction qui est perpendiculaire à l'axe de compression. Ce phénomène est appelé le flambage. On a fait un inventaire des sources d'incertitude pour cette application. Pour certaines sources d'incertitude, comme par exemple le module Young ou alors le module de cisaillement, le coefficient de Poisson, l'épaisseur, on a choisi une dispersion gaussienne. Pour d'autres, comme l'orientation des fibres dans les différentes couches, on a préféré une dispersion uniforme et symétrique autour d'une valeur nominale. Ces sources d'incertitude, issues de la modélisation ingénieure, interviennent dans le calcul de la matrice de rigidité grand D de la plaque étudiée. Ce sont les coefficients de cette matrice de rigidité qui vont jouer le rôle des valeurs d'entrée dans notre étude. En effet, comme ils découlent d'une première phase de calcul, on ignore tout de leur distribution théorique, exactement comme les paramètres de vol du lanceur. À partir de la matrice de rigidité, un second code de calcul permet alors d'obtenir ce que l'on appelle le facteur de flambage. Et c'est ce facteur de flambage, selon qu'il dépasse ou non la valeur 1, qui va indiquer s'il y a défaillance. Les simulations numériques ont donc été conduites sur un code de calcul reliant une matrice de rigidité en entrée et un facteur de flambage en sortie. Des considérations physico-mathématiques sur la matrice de rigidité permettent de voir que seuls 4 de ces coefficients suffisent à la caractériser. La phase d'apprentissage se limite donc à 5 composantes, 4 distributions marginales en dimension 1 et une distribution de copules en dimension 4. Le problème d'analyse de sensibilité consiste donc à identifier laquelle des 5 composantes issues de l'apprentissage statistique véhicule le plus d'incertitudes. Les résultats obtenus montrent que dans ce cas particulier, c'est en fait la distribution de copules qui est l'entité la plus influente, ce qui nous amène à la conclusion de ce travail. On a développé une procédure d'analyse de sensibilité permettant d'identifier quelle composante de la distribution apprise engendre le plus de variabilité sur l'estimation du risque. Si c'est l'une des distributions marginales qui est ciblée, il faudra chercher à affiner le niveau de connaissance de la variable concernée, notamment en réclamant des données supplémentaires. La tâche se complique lorsque c'est la fonction de copule qui est identifiée comme principale source d'incertitude. En effet, acquérir des données supplémentaires pour améliorer l'état de connaissance de toute la copule est aussi dur qu'acquérir des nouvelles données pour toute la loi initiale. Le second travail, réalisé durant cette thèse, a consisté en fait à décomposer l'information portée par la copule pour identifier des sous-entités sur lesquelles on pourrait chercher à intervenir de façon ciblée. Ce n'est pas une tâche facile car on ne peut pas s'appuyer cette fois-ci sur un théorème proposant une subdivision naturelle de la copule. Une solution a été développée en utilisant les coefficients de corrélation comme vecteurs d'incertitude et les indices de Borgonovo comme mesure d'importance de l'incertitude. Je vous remercie pour votre attention et je vous encourage à me contacter par mail pour d'éventuelles questions sur ces travaux.